cette deuxième rencontre consacrée à l'histoire des indépendances de l'Amérique latine. Ce soir, nous allons nous pencher sur l'indépendance du Brésil et du reste de l'Amérique latine, mais surtout du Brésil, et également nous appuyant sur le personnage de Simon Bolivar, qui est le héros de l'Amérique latine. Et la semaine prochaine, nous allons nous attarder sur l'indépendance de Cuba, qui est une indépendance importante et qui arrivera, celle-ci, à la toute fin du 19e siècle. Nous verrons ça dans le détail. Et ceux qui sont déjà allés à Cuba se souviendront que le grand héros indépendantiste là-bas, c'est José Martí, dont l'aéroport les aéroports, les gares, les villes, il y a beaucoup de toponymie qui rappellent la mémoire de José Martí. Tout comme ici, Pierre Elliott. Oui. C'est pas l'équivalent. Disons que ça rappelle la période indépendantiste de Pierre Elliott Trudeau, car nous l'oublions très souvent, jusqu'à 1900, presque 45, Pierre Elliott Trudeau était un ardent indépendantiste qui avait fait serment de libérer le Québec. C'est un serment signé avec son sang. Il appartenait à une des loges des frères chasseurs, société secrète de type maçonnique, à laquelle a également appartenu l'écrivaine Antonine Maillet et quelques autres personnes qui étaient initiées par un jésuite du Collège Brébeuf. Et Pierre Elliott Trudeau a été un ardent indépendantiste. Non seulement un sympathisant, mais un ardent indépendantiste. Certains prétendent même qu'il le fut jusqu'à la fin. Nous laisserons les historiens dans quelques siècles départager le vrai du faux. Mais on ne sait jamais, vous savez, la provocation est une des formes du militantisme les plus aiguisées. Mais je serais bien surpris. Ceci étant dit, revenons à cette Amérique. Mais j'aime ça, moi, pour semer le doute chez les fédéralistes, vous savez, si les indépendantistes commencent à dire que peut-être Trudeau était avec nous. Comme Mme Jean, qui ne veut pas le montrer, mais qui serait avec nous, ça les embête plus qu'autre chose. Dans cette série consacrée aux indépendances des peuples à travers le monde, nous ne pourrons en voir qu'une trentaine, alors qu'il y en a 200. Donc, naturellement, il y a des indépendances fort intéressantes que nous mettons de côté, même si quelques-unes ne sont pas encore réalisées, mais nous nous pencherons sur elles quand même. Je pense aux Pays Basques, aux Catalans. Nous allons revenir sur ces indépendances qui ne sont pas encore réalisées. Mais dans l'ensemble, nous allons nous pencher sur des indépendances déjà faites. Celle de l'Amérique latine occupe pour nous, militants québécois, une place très particulière. Parce que s'il est vrai que les indépendantistes de l'époque moderne, j'entends les indépendantistes de l'Alliance laurentienne de Raymond Barbeau, les indépendantistes de l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec de Raoul Leroy en 1959, les indépendantistes du Rassemblement pour l'indépendance nationale d'André d'Allemagne, Marcel Chaput, Pierre Bourgault, André Ferretti, du début des années 60, les indépendantistes du Parti québécois à la fin des années 60, si les indépendantistes de l'ère moderne se sont grandement inspirés des indépendances dites de la décolonisation, c'est-à-dire ces indépendances qui apparaissent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les empires coloniaux vont éclater pour donner naissance à tous ces nouveaux pays de l'Afrique, de l'Asie. On pense à l'Empire français, on pense à l'Empire anglais, puis des philosophes comme Albert Memmi, Frantz Fanon, Jacques Beck ont directement inspiré l'action duérienne au Québec au début des années 60, au point que et le vocabulaire
et les exemples et les programmes de partis politiques s'inspiraient grandement de ces mouvements indépendantistes, eh bien, s'il est vrai que les indépendantistes de la vague la plus récente au Québec se sont inspirés de la décolonisation, il n'est pas moins vrai que les indépendantistes du début du 20e siècle s'inspiraient des indépendances de l'Amérique latine. Je pense ici à Dostalaire O'Leary. Je pense ici à Paul Bouchard. Les indépendantistes des années 30 inscrivaient leur action dans un mouvement de latinité. Dostalaire O'Leary, il y avait les deux frères O'Leary. C'était un nom de famille irlandais, naturellement. Et si jamais vous allez au cimetière de la Côte-des-Neiges, juste à côté du monument aux Patriotes, qui vient d'être rénové d'ailleurs, on invite tout le monde au printemps, on va essayer d'organiser quelque chose, là, mais il est magnifique, hein? Il y a eu une rénovation complète et totale du monument, de plusieurs centaines de milliers de dollars, fait grâce à un don anonyme. Donc, juste à côté du monument des Patriotes de 37-38, il y a le monument des frères O'Leary, qui ont fondé, autour de 1934, les Jeunesses Patriotes. Cet organisme a été fondé dans le but de célébrer le 100e anniversaire des Patriotes de 37-38. C'est le premier groupe indépendantiste organisé au 20e siècle. L'Alliance Laurentienne n'apparaîtra qu'une 25 ans plus tard, en 1957, mais dans les années 30, les indépendantistes québécois vont articuler un discours indépendantiste, vont présenter une revendication indépendantiste très claire, très évidente, et ce sont précisément les frères O'Leary qui vont construire ce programme-là. Et Dostalaire O'Leary, qui est un journaliste, est un grand spécialiste de l'Amérique latine. C'est pourquoi j'ai déjà rencontré, et si vous consultez la documentation des années 30, des années 40, vous allez voir que les indépendantistes des années 30 faisaient souvent de fois référence à Simon Bolivar. Simon Bolivar, qui est un chef patriote de l'Amérique latine et qui va être à la source de l'indépendance de plusieurs pays latino-américains, eh bien, nos indépendantistes, nos premiers indépendantistes, s'inspiraient grandement de son œuvre. Et ces indépendantistes des années 30, les indépendantistes des Jeunesses Patriotes et de la nation de Paul Bouchard qui est un géographe, un docteur en géographie, un professeur de l'Université Laval, qui va mourir au milieu des années 1980, qui est un homme de droite, très, très, très à droite, il faut le dire, n'était pas pour autant fédéraliste, c'était un indépendantiste convaincu qui a publié un journal au milieu des années 30 qui s'appelle La Nation. Et c'est un spécialiste de l'Amérique latine. Tout comme Dostalaire O'Leary, qui va écrire une histoire des indépendances de l'Amérique latine, dont j'ai un exemplaire dans l'une des caisses de mes volumes. Donc, si les indépendantistes des années 60 se sont inspirés des pays dits de la décolonisation, les indépendantistes des années 30 se sont grandement inspirés des mouvements de l'Amérique latine. Amérique latine, il y a à peu près qu'en français qu'on emploie ce mot-là. C'est un concept qui va apparaître autour de 1851 et qui va être lancé par un chef syndical chilien et un poète également. Donc c'est un Colombien puis un Chilien qui les premiers vont se mettre à parler d'Amérique latine autour de 1850. Le thème sera repris par Napoléon III en 1861 lorsqu'il va lancer une expédition au Mexique. C'est au nom de la défense de la latinité, ce qu'on va appeler le pan-latinisme.
il y aura le pan-germanisme dans les années 1930 avec Hitler, il y a eu le pan-latinisme au 19e siècle, et le pan-latinisme, c'est la philosophie de Simon Bolivar. On va y revenir de façon plus précise. Donc, tout ce concept de la latinité, ça s'oppose aux pays anglo-saxons. C'est pour ça d'ailleurs que ça va être construit puis élaboré. C'est pour s'opposer à l'Amérique anglo-saxonne et protestante. On va donc présenter un concept équivalent, c'est-à-dire une Amérique romane, donc latine, française, portugaise, espagnole, catholique. C'est pour vous, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, pouvez-vous prendre le message? Oui. Catholique, et à ce moment-là, en répandant cette idée-là, on veut s'opposer à l'Amérique anglo-saxonne. Donc, ce que l'on veut faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un bloc continental différent de l'Amérique anglaise, l'Amérique britannique, qui va véhiculer les valeurs latines. Et donc, ce concept-là qui apparaît dans les années 1900, les Espagnols vont combattre ça. En Espagne, on ne parle pas de l'Amérique latine. On parle de l'Hispano-América ou de Libero, I-B-E-R-O, Libero avec un apostrophe, là, América, ou Ibérique, si vous voulez. Donc, il y a donc une nette différence entre les deux. Simon Bolivar, qui est un peu le père de cette latinité moderne, si on peut dire en un certain sens, parce que ceux qui ont lancé l'idée, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées, ceux qui lancent l'idée vers 1850 sont des disciples de Lamennais, c'est-à-dire des catholiques libéraux, avancés, dans le courant de Montalembert, Lacordaire, c'est-à-dire une espèce d'église des pauvres, dirions-nous aujourd'hui, une église qui veut se rapprocher de la population, qui veut se rapprocher des classes les plus défavorisées, et c'est autour de ces disciples de Lamennais que va se construire cette église de la latinité. Je vous rappelle que ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie de la libération, ça vient de ce coin-là également. Il y a en Amérique latine, non pas contrairement, mais ce qui différencie d'ici, il y a en Amérique latine un courant évangélique, un courant catholique très prononcé qui fait en sorte qu'il souhaite que l'Église soit à l'avant-garde des pauvres, à l'avant-garde des revendications sociales, parce que Bolivar, qui a vécu de 1783 à 1830, c'est un contemporain de Papineau. Ce n'est pas pour rien que je le mentionne. Il va mourir beaucoup plus jeune que Papineau, mais c'est un contemporain de Papineau. Papineau naît en 1785, lui naît en 1783. Il naît à Caracas, au Venezuela. Il mourra en Colombie à l'âge de 47 ans. Donc il est mort très jeune. Il naît dans une famille extrêmement riche, de la grande noblesse latino-américaine, d'origine espagnole bien sûr, mais il naît dans la grande noblesse. Sa famille appartient aux familles les plus riches d'Espagne et d'Amérique latine. Il va être orphelin très jeune. On va l'envoyer faire ses études en Espagne. Il va vivre à Paris quelques années et très rapidement, il devient franc-maçon. On le mentionne parce que c'est très important. Il n'y a pas de compréhension possible de l'indépendance de l'Amérique latine, comme de l'indépendance des États-Unis, comme de la Révolution française, si on ne comprend pas la place qui a joué le courant franc-maçonnique. Donc les loges maçonniques à Paris qu'il fréquente vont le persuader de certains grands principes, comme celui de l'égalité des droits, que l'on
Il y avait une chanson de Daniel Odera, là, fils de fakir ou fils de putain, tous les enfants sont comme les tiens. C'était pas juste. Donc il y a dans cette philosophie, si on peut dire, le principe de base qui est celui de l'égalité de tout le monde. Que la naissance ne donne pas de droit. Que quelles que soient nos origines sociales, les êtres humains sont tous égaux. Si aujourd'hui ça nous apparaît comme étant une évidence, c'était pas le cas à ce moment-là. À ce moment-là, c'est la naissance qui décidait de tout. Même ici, jusque dans les années, je n'oserais pas mettre de chiffres au bout de ma phrase, mais pendant longtemps, au Canada français, la naissance décidait de beaucoup de choses. Hein. À moins d'entrer en communauté religieuse, si vous n'étiez pas né dans une famille aisée, les études devaient naturellement arrêter fort rapidement. Puisqu'il fallait, ça coûtait de l'argent pour étudier, c'est pas toutes les familles, quand ils avaient 10, 12, 14, 15 enfants, c'était pas tout le monde qui pouvait faire des études universitaires. Plus souvent qu'autrement, on envoyait les garçons et les filles qui étaient privés. Bon, puis, quoi qu'il y a des familles de cultivateurs où tout le monde était à l'université, là, pour pas faire Cependant, pendant longtemps, ici même au Canada français, la naissance déterminait beaucoup de choses. Et même encore aujourd'hui, la naissance détermine bien des choses. Ce sont des objectifs, l'égalité. Mais à l'époque où les francs-maçons, comment dirais-je, se répandent très rapidement dans les milieux bourgeois. Quand on parle de milieux bourgeois, il faut les distinguer de la noblesse. La noblesse, c'est les rois, les princes, les comtes, les marquis, les barons, les vicomtes, les chevaliers. Ça, c'est la noblesse. Et c'est de naissance. Nous naissons marquis, barons, vicomtes, ducs, et ainsi de suite. Au fil du temps, cette noblesse, qui soit dit en passant, n'est pas toujours riche. Plus souvent qu'autrement, il est arrivé que la noblesse était propriétaire terrienne, si on peut dire. Ils avaient de la terre. C'est tout ce qu'ils avaient. Il y en a qui n'avaient pas d'argent. La possession de l'argent, c'est autre chose, parce que les nobles n'ont pas le droit de travailler de leurs mains. Ils ne peuvent pas se salir les mains. Les nobles, il y en a encore, ne doivent pas travailler de leurs mains. Certains travaux leur sont carrément interdits. Ce sont des gens qui vivent de l'usufruit, des intérêts et ainsi de suite, mais ce sont des gens qui n'ont pas à travailler comme tels. Donc va apparaître à la fin du Moyen-Âge, c'est pour ça que les francs-maçons vont beaucoup se diffuser dans cette catégorie sociale, vont apparaître ceux qu'on va appeler aujourd'hui les bourgeois. Si aujourd'hui le terme bourgeois a une connotation de richesse, autrefois ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il n'est pas noble. D'ailleurs, le mot snob, que l'on emploie aujourd'hui, ce que ça veut dire étymologiquement parlant, c'est sine nobilitate, sans noblesse. S.N.O.B. Ça voulait dire sans noblesse. Sine nobilitate, avec le temps, c'est devenu snob. Puis un snob, c'était quoi? Un snob, c'est quelqu'un qui n'avait pas de noblesse. Avec les années, les générations, le sens a évolué. Mais vous voyez cette origine-là. Donc les bourgeois, ça vient du mot bourg, ce sont les habitants du bourg. Donc les bourgeois, c'est une nouvelle classe sociale qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, qui est sans noblesse. Donc les nobles ne marient pas à des artisans, que ce soit des commerçants, que ce soit des cordonniers ou des marchands de tissus. On ne se mêle pas à ça. Mais eux vont devenir plus riches que les nobles. Mais beaucoup de fonctions leur seront interdites. Ils ne pourront pas être officiers de cour. Ils ne pourront pas être abbés dans des abbayes. C'est réservé à la noblesse. Donc ces bourgeois-là, qui sont de plus en plus fortunés,
de plus en plus instruits, veulent occuper une place dans la cité. Et de place, il n'y en a pas pour eux. Ce sont les nobles qui occupent toute la place. Donc, ce sont les bourgeois qui vont fomenter les révolutions. Même ici, je me souviens d'une époque, aujourd'hui on l'entend moins, mais à l'époque où les marxistes-léninistes étaient plus actifs, plus nombreux et plus élaborés, ils vous disaient que le mouvement indépendantiste est un mouvement petit bourgeois. C'est à la classe sociale que ça fait référence. Alors que le mouvement communiste est un mouvement prolétaire, mais que les ouvriers et les paysans ne pouvaient pas diriger le mouvement prolétaire. Ça prenait une avant-garde éclairée qui comprenait avant les autres ce qui était bien pour elle et ce qu'il fallait faire. C'est une espèce d'autre petite noblesse, si on peut dire, mais celle-là était permise. Donc, il y avait cette bourgeoisie, c'est-à-dire cette classe relativement aisée, possédant des biens et de la fortune, étant éduqués, mais se voyant empêchés d'occuper des hautes fonctions. Beaucoup d'entre eux vont s'impliquer dans le mouvement de la franc-maçonnerie. Donc, les révolutionnaires français, les révolutionnaires américains, les révolutionnaires latino-américains, les libéraux, en fait, ils vont former tous ensemble un mouvement politique qu'on va appeler le libéralisme. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les libéraux? Ils veulent la liberté, ils veulent l'indépendance. Nos patriotes de 37-38, ce sont des libéraux. Ce sont les fondateurs du Parti libéral. D'ailleurs, on les appelle les rouges. Contrairement aux noirs, en France, on va dire les calotins, qui portent la calotte, eh bien, les noirs sont les conservateurs. Ici, on va dire les bleus. Mais les noirs sont les conservateurs, qui sont le plus souvent monarchistes, contre la République, alliés de l'Église, traditionnalistes, alors que les libéraux, les francs-maçons, ce sont les terrorismes du 19e siècle et de la fin du 18e siècle. Donc, quand Simon Bolivar, à l'âge de 16 ans, 20 ans, s'en va en Espagne, puis en France, puis en Belgique, qu'il étudie là-bas et qu'il fréquente les loges maçonniques et qu'il se fait initier, parce que ce qui distingue la maçonnerie, je ne suis pas maçon moi-même, mais ce qui distingue la maçonnerie, c'est qu'il y a un rite d'initiation. C'est pour ça que l'on peut dire d'un organisme ou d'une société qu'elle est de type maçonnique, non pas par le contenu de la philosophie, mais par la forme, et de type maçonnique, tout organisme à l'intérieur duquel on trouve un secret et une initiation. L'ordre de Jacques Cartier, dite la Patente, était une organisation de type maçonnique. Les frères chasseurs, fondés par les patriotes et dont Robert Nelson soit un des grands dirigeants, et qui vont initier jusqu'à 100 000, et on disait encore la semaine dernière quand je suis allé à Noyant avec M. Bédard, jusqu'à 200 000 initiés au Bas-Canada, c'est du monde là, était une société de type maçonnique. Encore plus direct, les frères chasseurs, ça vient directement des indépendantistes américains, les Hunter Lodge. Donc les frères chasseurs, à laquelle appartenait Trudeau tout à l'heure, dont je vous ai parlé d'ailleurs. Les dernières loges connues, il y en aurait encore actuellement une vingtaine à l'œuvre. Les dernières, et ce sont des indépendantistes qui font serment avec leur sang, de donner jusqu'à leur sang pour que l'indépendance du Québec se réalise. Eh bien, ces frères chasseurs qui sont lancés aux États-Unis en 1838, après 37, c'est après 37 quand tout le monde s'en va parce que
les Anglais mettent le feu partout, puis ils pendent, puis ils exécutent, puis ils violent, puis ils font toute la barbarie dont ils sont capables, eh bien, plusieurs s'en vont du côté américain, et c'est là que les loges apparaissent. En s'inspirant des Hunter Lodge américaines qui ont joué un rôle si grand lors de l'indépendance américaine. Il n'y aurait pas eu d'indépendance américaine sans l'action des francs-maçons. Puis il n'y aurait pas eu de révolution française sans l'action des francs-maçons. Jamais personne n'a osé dire cela. Puis c'est la vérité, je n'ai rien inventé. On ne doit rien, c'est l'évidence même. On découvre ça au fur et à mesure. Comme on découvre que Louis-Joseph Papineau a été initié à Paris. Comme on finit par supposer que Ludger Duvernay a sans doute été initié pendant son séjour aux États-Unis, mais que déjà, lorsqu'à 14 ans, il travaille dans l'imprimerie, où ce qui est sur la rue Saint-Jacques, là, je cherche le nom du restaurant français au 2e étage de la Vieille France, en haut de la Vieille France, c'est là qu'était le Spectateur, ou un journal réformiste, où Duvernay commence à travailler à 14 ans. Les métiers de l'imprimerie sont des métiers où les maçons sont très présents. Parce que c'est révolutionnaire, l'imprimerie. Vous savez, l'écriture, c'est très révolutionnaire. Comme l'Internet aujourd'hui. On va se rendre compte un jour à quel point c'est révolutionnaire. Vous savez, c'est ça. Dans quelques heures, le monde entier aura accès à ce qu'on dit ce soir. Puis il peut se trouver quelqu'un à l'autre bout du monde qui est un futur René Lévesque qui va écouter ça et qui va décider de se joindre. Vous savez, c'est la force des idées, là. C'est tout à fait nouveau. Vous vouliez dire quelque chose, M. Bénard? Ah, excusez. Oui. Ah, en fait, c'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque. Sur les billets de 20 $, il y a quand même des images qui nous rappellent un peu les francs-maçons, qui rappellent la franc-maçonnerie. Le graphisme, en fait, des billets américains, des billets verts américains, il y a quand même... Ah, bien sûr, la pyramide, l'œil, une Godwitros. Oui, il y a beaucoup. La date, d'ailleurs, si vous remarquez, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais tout à l'heure, j'en ai pas d'argent américain. Quelqu'un peut y penser la semaine prochaine d'apporter un papier-monnaie d'argent américain. Il y a une année dessus qui est tout à fait incompréhensible. 1774, si ma mémoire est bonne, n'est aucune date dans l'histoire américaine. C'était 1776, on pourrait comprendre la déclaration d'indépendance, mais 1774, c'est la fondation d'une loge maçonnique importante, qui est celle des Illuminati, en Allemagne, en papier, les Illuminati de Bavière. Mais juste là-dessus, on pourrait parler pendant des heures et des heures. C'est incroyable, toute l'influence du mouvement maçonnique, encore aujourd'hui d'ailleurs. Une chose est certaine, c'est que toutes ces idées républicaines, qui sont des idées auxquelles les patriotes de 37-38, non seulement seront sensibles, mais se feront les défenseurs. Ces idées républicaines qui sont des idées révolutionnaires, Monseigneur Lartigue, quand il condamne les patriotes en 1837, il les condamne d'appartenir à des sociétés secrètes. La Société Saint-Jean-Baptiste, qui est fondée le 24 juin 1834, a été précédée dans sa fondation par une société secrète qui s'appelle Aide-toi et le ciel t'aidera, qui est une société de type maçonnique à laquelle appartient Ludger Duvernay et qui, elle, décide de mettre sur pied une Société Saint-Jean-Baptiste pour organiser tous les ans une fête du 24 juin. Donc, simplement pour vous dire, toute cette époque est au même diapason. Nous, les Québécois, ce n'est pas notre karma, je l'espère, mais on n'a pas été chanceux. Là. Ça aurait dû être fait, notre affaire. Au moins à 2 reprises, là, dans les années 1830, en 1995, au moins à ces 2 moments-là, on était dû. On était vraiment dû pour le faire. Hélas, les sociétés et les loges maçonniques à l'œuvre au Québec étaient des loges d'inspiration britannique et donc, en un certain sens, l'encouragement à l'indépendance n'a pas été très fort.
contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres pays de la Terre. Donc, notre Simon Bolivar, écoutez, Simon Bolivar, lui, il va consacrer sa vie à un discours, unir tous les peuples de l'Amérique latine et faire l'indépendance de tous ces peuples-là, qu'ils se détachent de l'Espagne. C'est son obsession. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, vous allez dans n'importe quel pays de l'Amérique latine, vous allez voir des monuments à Bolivar, des places Bolivar. C'est le père de l'indépendance latino-américaine. Puis il a travaillé lui-même, comment dirais-je, de ses mains à réaliser cette indépendance. Vers l'âge de 20 ans, avec un de ses professeurs, Simon Rodriguez, franc-maçon lui-même annoncé, il va aller à Rome, sur le mont sacré de Rome, puis il va faire le serment solennel de consacrer toute sa vie à réaliser l'indépendance de l'Amérique latine de l'Espagne. Et comme on l'a vu, parce que dans les semaines précédentes, on a vu l'indépendance des États-Unis, l'indépendance de la Finlande, l'indépendance de la Norvège, l'indépendance de la Hollande, il arrive que des indépendances se réalisent. On s'est toujours appuyé sur deux facettes différentes, deux moments différents, une volonté intérieure et une reconnaissance internationale. Ça, c'est l'indépendance de tous les peuples est faite de ces deux ingrédients-là. Il y a deux moments dans la réalisation de l'indépendance, quel que soit le contexte, il y a une façon de l'exprimer, une déclaration unilatérale, un vote du Parlement, un référendum, une prise d'armes. L'histoire du monde, là, il y a différents exemples de comment faire l'indépendance. Donc, il y a deux moments. À un moment donné, le peuple concerné déclare son indépendance d'une façon ou d'une autre. Puis, deuxième moment, la communauté internationale intervient. On se rend compte, cependant, qu'il arrive également que le contexte international favorise l'arrivée d'un nouveau pays. Et des fois, le contexte international est aussi important, sinon plus important que la volonté interne elle-même. Si les Américains avaient attendu d'avoir 50% plus 1 lors d'un référendum pour faire leur indépendance, ils n'auraient pas encore. Idem pour la Révolution française. Si les Français avaient fallu qu'ils attendent 50% plus 1 pour faire une république, ils ne l'auraient pas encore. Il arrive donc que le contexte international favorise ça. Et c'est là que ça nous prend, des hommes ou des femmes, peu importe le sexe, mais que ça nous prend des chefs de grande envergure. J'allais dire des Charles de Gaulle. Vous savez, Charles de Gaulle, quand on y réfléchit, là, le moment qu'il dit il faut résister, puis l'Allemagne ne gagnera pas, il n'y a pas 100 Français en France qui pensent comme lui. Là. Puis ils sont peut-être 25 à l'écouter, mais les chiffres ne sont pas exagérés. Là. Personne qui m'a entendu parler de Charles de Gaulle. Personne, puis même, ça c'est en 1940, il fait son appel le 18 juin 40, puis jusqu'en 41, 42, 43, entre eux, ils vont se parler, vous savez, le général là-bas, puis je ne sais pas son nom, là, tout à fait inconnu, prêche dans le désert, puis il a cru, puis regardez jusqu'où ça l'a mené, nous aurions besoin d'un Charles de Gaulle ici. Donc, pour profiter de la situation, c'est ce qu'on a fait en Amérique latine, et en Amérique latine, quel était ce contexte international? L'envahissement de l'Espagne par Napoléon. Quand Napoléon, en 1806, ça c'est une autre affaire. Mais quand Napoléon, les invasions napoléoniennes, quand il va en Espagne, quand il va au Portugal, l'Espagne et le Portugal sont occupés à se défendre contre les troupes napoléoniennes. Et les chefs révolutionnaires, les chefs indépendantistes de l'Amérique latine vont profiter de ça pour faire leur indépendance. Pendant que l'Espagne est occupée à se débattre contre Napoléon,
elle ne pouvait pas venir battre les indépendantistes latino-américains. Donc, bien sûr, ça prend une volonté interne, bien sûr, ça prend une reconnaissance internationale, mais ça, les États-Unis ont été moins chanceux que le Kosovo. Les Américains déclarent l'indépendance en 1776 et elle ne sera reconnue qu'en 1783. 7 ans. On va le voir tout à l'heure, là. L'Amérique latine, c'est encore plus long que ça avant d'être reconnu. Kosovo, dans l'heure suivante, avant de la faire, on leur a dit, ils sont déjà dans une quarantaine, avant de la faire. Donc, vous savez, il y a une partie qui dépend de nous, il y a une partie qui dépend de l'extérieur. Puis entre les deux, il faut compter sur l'habilité de nos chefs, qui vont profiter d'une situation, qui vont faire en sorte de tourner à leur avantage un contexte international. Et en Amérique latine, c'est ça qui arrive. L'Europe est occupée avec Napoléon. Le même Napoléon qui promettra l'indépendance au Québec. Il dit, je viendrai vous libérer tout à l'heure. Le Québec redeviendra un pays français. Je vous apporterai l'indépendance et les idées de la Révolution. C'est pour ça qu'on voit ici, si vous faites des arbres généalogiques, vous allez voir, moi, dans ma propre famille, du côté des Réons, des Napoléons, des Eugène, des Jérôme, des Louis-Napoléon, des Louis-Joseph, des Eugénie, des Joséphine. Il y en a, nos arbres généalogiques en débordent. L'influence bonapartiste. Oui, on devrait dire, oui, tout à fait. On devrait dire la napoléonienne. Vous savez, il y a eu Bonaparte avant d'avoir Napoléon. Bonaparte, c'est le général. Bonaparte, c'est le chef d'armée. Napoléon, c'est l'empereur. Napoléon, c'est... On va prendre une petite pause, puis on va revenir à l'Amérique latine. Pour être très clair, vous dites si je suis dans l'erreur. Supposons pour un moment que le petit groupe, on fait ça secret, que nous avons une certaine forme d'initiation, même si nous ne sommes pas frères-maçons, nous sommes cependant de type maçonnique. Oui. J'ai bien compris? Oui. Merci. Ben oui. En quelle année l'indépendance du Brésil? 1822. Du Brésil. Vous les nommer une après l'autre. Ça arrive tout en même temps. Donc, quand Napoléon envahit l'Espagne et le Portugal, autour de 1806-1807, les indépendantistes latino-américains vont s'agiter. Le Portugal va avoir tellement peur des armées napoléoniennes que le roi du Portugal va s'en venir au Brésil. Puis va demeurer au Brésil pendant presque 15 ans. Même quand Napoléon tombera, il va rester au Brésil. Et le roi du Portugal, installé au Brésil, d'ailleurs, la femme de feu, le comte de Paris, était une descendante de cette famille royale. Parce que les rois du Portugal sont des Bourbons-Bragances. Donc c'est tous des descendants de Louis XIV. Comme les rois d'Espagne sont des Bourbons-Parme. Quand tu parles du comte de Paris, tu parles de l'ami de Gaulle, justement, celui qui a... Oui, qui a fait partie de la résistance française. Oui, c'est ça. Et que De Gaulle estimait au plus haut point, à tel point qu'à un moment donné, il l'a reçu à Versailles et que le général a laissé le comte de Paris s'installer sur la même marche que lui. Ce qui, pour De Gaulle, était quand même un signe de très grand respect. Le comte de Paris, c'est pas l'unité de la France? Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, il y en a un nouveau comte de Paris, là, parce que le comte de Paris que nous avons le plus connu est mort, Henri, là, est mort à presque 95 ans, il y a quelques années à peine. Eh bien, son épouse, Isabelle de France, je crois son prénom, qui est décédée tout récemment aussi, était une membre de la famille royale des Bourgons-Bragances.
elle descendait là, de celui qui a été empereur du Brésil. Donc les rois du Portugal viennent se réfugier au Brésil. Un peu comme la reine de Hollande est venue se réfugier au Canada durant la dernière, en Angleterre, et une de ses filles au Canada, il les séparait parce qu'il y avait beaucoup de bombardements pour pas qu'ils meurent tous ensemble. D'ailleurs, même aujourd'hui, les membres de la famille royale d'Angleterre ne voyagent jamais tous dans le même avion et jamais tous sur le même bateau, pour toujours qu'il en reste un en cas d'attentat ou de catastrophe. Donc, la famille royale portugaise vient se réfugier au Portugal pendant que les troupes napoléoniennes sont installées à Lisbonne. Et même lorsque Napoléon tombe, le roi va demeurer au Brésil et va administrer l'ensemble de son royaume depuis le Brésil. C'est pour ça, si jamais vous allez au Brésil, moi je ne suis jamais allé, mais si jamais vous allez au Brésil, il y a des propriétés royales tout à fait magnifiques. Et une fois que Napoléon a tombé, vers 1820, une autre révolution va apparaître en Espagne, une révolution libérale, maçonne, va vouloir abolir la monarchie. Et là, le roi du Portugal va avoir peur pour son propre pays. Il va retourner là-bas, laissant son fils Pedro au Brésil. Le mouvement indépendantiste va monter et Pedro, le roi, va déclarer l'indépendance du Brésil. Donc c'est une indépendance très particulière en 1822, décrétée par un roi d'origine portugaise qui va déclarer le Brésil indépendant du Portugal. Puis 50 ou 60 ans plus tard, la République s'installera, mais pendant un certain temps, le Brésil sera une monarchie indépendante. Donc, comment l'indépendance du Brésil se réalise-t-elle? Par la déclaration d'un roi. C'est le roi qui va déclarer l'indépendance. Mais en restant à la tête. En restant à la tête. Pendant sa famille et ses enfants, il y a eu c'est Pedro I, il y aura un Pedro II, puis après ça, ils vont installer une république en bonne et due forme, comme celle que nous connaissons maintenant au Brésil. Mais l'indépendance du Brésil, c'est un roi qui la déclare. Un roi portugais, aspirant à la couronne du Portugal, mais qui va détacher le Brésil de la couronne portugaise. C'est comme le prince Charles Nassau pour déclarer le Canada. Tout à fait. En réalité, c'est comme si Mme Michaëlle Jean déclarait l'indépendance du Québec. Est-ce que c'était à son corps défendant? Est-ce que c'était à son corps défendant, oui. Il n'était pas très, très favorable à cela. Cependant, sous la pression populaire et la force du mouvement indépendantiste, il a vu qu'il n'y avait rien à faire. Donc, c'est à son corps défendant, mais il endossait ça, là, pour le bien de son peuple, si on peut dire. Et donc, c'est une indépendance très particulière que celle du Brésil, déclarée par un roi, contre son père. C'est quand même assez particulier. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. presque une tragédie grecque. Ah oui, c'est assez exceptionnel. Est-ce que ça était dans la violence ou... Il y a eu quelques batailles, mais l'indépendance, les troupes portugaises n'ont pas insisté. Là. Elles étaient prises déjà. Comme je vous dis, des fois, il arrive que le contexte international ou que le pays est pris dans quelque chose. Puis donc, les indépendantistes en profitent pour faire un renversement de régime qui, autrement, n'aurait pas pu avoir lieu. Comme l'Irlande qui est libre, il y a une partie de l'Irlande qui est libre. On va le voir, on a une semaine consacrée à l'indépendance de l'Irlande. À un moment donné, les Irlandais votent pour un parti qui est l'équivalent du Bloc québécois, si on peut dire. Mais à la différence du Bloc québécois, les députés de ce parti-là refusent de se rendre au Parlement de Londres et se réunissent dans une salle à Dublin.
Puis là, ils déclarent l'indépendance. Nous avons été élus, nous représentons le peuple, nous faisons l'indépendance. Quand on verra l'indépendance de l'Irlande, on verra que c'est une façon de faire l'indépendance dont on pourrait vraiment s'inspirer, là. Parce qu'il y a vraiment un précédent, là. À l'intérieur du Commonwealth, sous la couronne britannique, au 20e siècle. Pas trop loin. Vous avez parlé de ça au bloc, Oui. Puis ils ont vraiment fait ça comme M. Dorion, qui va être candidat pour eux, peut-être, qui pourrait se faire le défenseur de cette vision-là. Il pourrait défendre ça fort, en effet. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, là. C'est-à-dire, les gens sont allés voter, une élection, disons, fédérale. Puis les Irlandais ont élu des députés de leur parti. Ces députés-là disent, on ne va pas à Londres, on se réunit dans une salle à Dublin, ils déclarent l'indépendance, c'est en pleine Première Guerre mondiale, les Anglais sont bien occupés à battre les Allemands sur le continent, ils commencent par résister, il y a un film qui passe à super écran d'ailleurs, là, j'ai oublié le titre, regardez-le, là. Ouais, non, c'est une espèce de romance, mais c'est bien relaté. On voit tout ça, là. Les Anglais, comment ils font des massacres épouvantables contre les Irlandais. Ils ont goûté, les Irlandais. Mais à un moment donné, ils se plient à l'évidence. Pour ça, quand M. Parizeau avait dit, quelques semaines avant le vote de 1995, une phrase qui a presque passé inaperçue, puis moi, je n'étais pas bien content, mais avec le temps, je dis maintenant qu'il avait raison. Il dit, écoutez, nous pourrions rester dans le Commonwealth, garder le passeport canadien. Je sais bien quand il parle comme ça à la fin des campagnes, c'est pas à moi qu'il s'adresse. Tu peux aller en chercher d'autres. Donc, on pourrait garder le passeport canadien. On pourrait même rester dans le Commonwealth. Puis c'est lorsque j'ai relu attentivement l'histoire de l'Irlande, lorsqu'on suit attentivement ce qui se passe en Écosse, parce que qu'on le veuille ou pas, les Canadiens français du Québec ou les Québécois, nous sommes un des peuples de la couronne britannique. Il y a donc, en tout cas, il y a eu une marge de jeu, là, il y a au moins le cas d'Irlande qui est très patent. L'Irlande a fait son indépendance comme ça, puis Londres, parce que les Anglais, vous savez, l'histoire de l'Angleterre, il y a une constante dans l'histoire de l'Angleterre. L'Angleterre finit toujours par plier devant le fait accompli. Et c'est dans la philosophie britannique, dans le système politique anglais, il est ainsi fait, le système politique anglais, que devant le fait accompli, il se plie. La légalité, c'est le fait. Le fait a préséance sur la loi. Comme on le voit avec les jugements. Les jugements sont le plus bel exemple de ça. Si vous êtes accusé d'avoir, je le répéterai, si vous êtes accusé d'avoir fait un vol chez votre voisin qui est resté au 3e étage, puis que la loi dit que vous êtes punissable de 6 ans de prison, mais que votre avocat est capable de trouver un jugement en Australie où quelqu'un a fait la même chose, puis il a été condamné à 10 piastres d'amende, le juge va être obligé de vous donner 10 piastres d'amende. C'est la commune law. C'est la commune law. La loi anglaise est ainsi faite. Et M. Anger, François Albert-Anger, qui est un des grands présidents de la Saint-Baptiste, a toujours dit, qui est le maître de Jacques Parizeau d'ailleurs, a toujours dit, partout dans ses conférences, nos chefs indépendantistes ne connaissent pas suffisamment l'histoire d'Angleterre. Nous devrions consacrer toutes nos énergies à lire l'histoire d'Angleterre. Beaucoup des réponses aux questions que nous nous posons se trouvent dans l'histoire d'Angleterre, puisque le régime qui est le nôtre est un régime anglais. On peut le changer, bien sûr, et ainsi de suite, mais nous sommes donc soumis à cela. Donc, les Brésiliens ont eu cette habileté de faire pression, les indépendantistes brésiliens ont fait pression sur l'empereur, sur le monarque du Portugal, qui est du Brésil, qui est également un membre de la famille royale portugaise, puis ils ont dit, tu vas être notre roi, mais on va avoir notre indépendance. Et ça s'est réalisé ainsi. Alors que tout le reste de l'Amérique latine est espagnol. Là, je viens de vous parler du Brésil, dont la population est à peu près 175-180 millions, un territoire de 8 millions et demi de kilomètres carrés, la moitié de l'Amérique latine, en population et en superficie. Donc les autres, c'est beaucoup plus petit.
Bolivar, lui, c'est au sein des pays plus liés à l'Espagne qu'il va œuvrer. Ce serait un chef politique, un chef militaire qui va travailler à la réalisation de l'indépendance du Venezuela, de la Colombie, de la Bolivie, de l'Équateur, du Pérou. Il va faire des indépendances de tous les pays que je viens de vous mentionner. Lui aussi va profiter des invasions napoléoniennes. Napoléon va envahir l'Espagne. Il va détrôner le roi d'Espagne. Il va mettre son frère comme roi d'Espagne. Puis là, les Espagnols ne seront pas contents, naturellement. Ils vont s'agiter, il y aura de la guerre, il va y avoir des divisions, des guerres intestines. Les chefs indépendantistes, Bolivar à leur tête, vont profiter de la diversion napoléonienne pour faire l'indépendance dans les pays de l'Amérique latine. Mais lui, il avait une idée en tête qui n'est pas encore réalisée. Il veut unir tous les pays appartenant à la couronne espagnole dans un seul pays. C'est ce qu'on appelle le bolivarisme, dont Hugo Chavez, actuellement au Venezuela. Venezuela, c'est la patrie de Simon Bolivar. Eh bien, il se fait le champion de cette pensée-là. Lui, les FARC, d'ailleurs, qui ont kidnappé Mme Bécancour et tout, se disent des descendants de Bolivar, de cette pensée de Bolivar. Parce que Bolivar, c'est le René Lévesque de l'Amérique latine, si on peut dire. Mais un René Lévesque qui aurait réussi. Un Lévesque qui aurait réalisé l'indépendance, si on peut dire. C'est le grand héros là-bas. D'ailleurs, même ici à Québec, je pense que c'est à l'occasion d'un des anniversaires, peut-être le 125e anniversaire de sa naissance, ou le 120e, je ne saurais dire, ou le 200e, c'est peut-être le 200e, à Québec, il y a un monument à Simon Bolivar. Puis moi, j'étais président de la Saint-Baptiste, donc c'était en 1983, puis il y a un député qui est maintenant sénateur, Jean-Claude Rivet, qui s'était, parce que c'est dans son comté que le monument a été élevé, je pense que c'est Louis-Hébert, à Québec, il s'était élevé de toutes ses forces contre ce monument-là, parce que c'est le père des indépendances latino-américaines, puis un monument lui a été élevé dans la ville de Québec. C'est vraiment une des figures indépendantistes internationales les plus respectées. L'indépendance des peuples, Simon Bolivar l'a incarné. Puis il a fait serment de faire l'indépendance de l'Amérique latine, puis il a consacré toute sa vie à ça. Puis il y a eu, naturellement, énormément de problèmes. Donc, la situation internationale a favorisé les mouvements indépendantistes en Amérique latine. Et c'était des mouvements indépendantistes libéraux. C'est pour ça que je dis que le libéralisme, le patriotisme, d'ailleurs, Bolivar, l'organisme dont il est un des dirigeants, s'appelle la Société patriotique. Quand les hommes de Papineau, du Vernet, Chénier, Delormier et tous les autres, lorsqu'ils prennent le terme de patriote, ils l'empruntent aux indépendantistes américains, encore une fois, et aux révolutionnaires français, qui seront les premiers à se définir comme patriotes. Et on retrouve ce terme-là en Irlande, en Pologne, en Amérique latine, dans les pays nordiques. C'est un mouvement international. Et encore plus important en un certain sens que le mouvement de la décolonisation duquel on continue de s'inspirer encore aujourd'hui. Le mouvement, parce que le 19e siècle, c'est le siècle des nationalités. Dans l'histoire du monde, n'importe quel livre d'histoire universelle, quand on tombe sur le 19e siècle, on l'appelle le siècle des nationalités. Le siècle du réveil des nationalités. Les nations vont se réveiller, vont s'affirmer. Pour ça qu'on peut dire des patriotes de 37-38 que ce sont les pères de la nationalité québécoise. Ce sont eux qui les premiers diront « il y a ici une nation ».
et qui auront revendiqué nos droits nationaux. C'est pour ça que Duvernay va fonder des sociétés nationales, puis une fête nationale, puis un patron national. Avant eux, l'adjectif national n'apparaît pas chez nous. Nous étions conscients déjà, on pourrait, en prenant un vocabulaire du 19e siècle, dire que dès le régime français, nous avions ici une conscience nationale. Quand les d'Iberville diront aux Français, vous êtes Français, je suis Canadien, puis quand nos officiers canadiens diront aux officiers français lors des batailles des plaines d'Abraham, puis de la guerre de 7 ans, puis ainsi de suite, nous ne devrions pas nous battre ici comme en Europe, mais nous devrions faire la guerre comme les Indiens nous l'ont appris, une guérilla, puis emmenons les Anglais dans les bois, puis on va les défaire. Puis les Français refusent ça, puis choisissent les plaines d'Abraham, puis font la guerre classique telle qu'on la retrouve en Europe. Déjà, il y a un sentiment national ici. Il y a ici une nation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Canadiens, qui sont les Québécois du temps, ne se sentent pas français. Ils se sentent canadiens. Déjà. Et d'ailleurs, les Français, la plupart vont retourner après 1760. Je n'ai pas les chiffres exacts, c'est entre 60 et 80% de la noblesse qui est les Françaises, des officiers, parce que la milice, qui sont les capitaines de milice. Mon ancêtre René Rayon, il était capitaine de la milice sur la côte de Beaupré. Bon, les capitaines de milice, c'était le poste à peu près le plus élevé qu'un Canadien français, qu'un Québécois pouvait occuper. Les autres, au-dessus de ça, c'était des Français. Les gouverneurs, les intendants, les évêques, c'est des Français. D'ailleurs, ça va rester longtemps. Dans le clergé, ça va aller jusque dans les années 1830. Il y aura encore des Français dans le clergé, des Sulpiciens à Montréal. Il y aura une guerre entre les Sulpiciens français et les Sulpiciens québécois ou les Sulpiciens canadiens. Monseigneur Lartigue, lorsqu'il est nommé évêque, c'est le cousin de Papineau, c'est le premier évêque de Montréal. C'est un geste nationaliste qui ne fera pas l'affaire des Français. Les Sulpiciens le mettent dehors la même journée qu'il est nommé évêque et c'est un de leurs collègues. Donc, le mouvement patriotique international qu'on retrouve en Amérique latine. Si on faisait l'indépendance de la Pologne, on le trouverait en Pologne. La Minerve parle de la Pologne 3-4 fois par mois. Les patriotes suivent ça. Est-ce qu'il y a des raisons maçonniques? C'est assez curieux, mais ils suivent ça de très près. Les peuples qui se battent en Irlande, puis en Pologne, puis en Amérique latine, on suit cela. C'est une activité pour nous. Puis on inscrit le Canada français dans cette démarche-là. Mais nous, l'Angleterre n'était pas occupée en 1830, dans les années 1830. On s'est peut-être pris en retard. Mais quand le Parti patriote apparaît la première fois, c'est aux élections de 1826, où pour la première fois, le Parti patriote existe comme formation politique et présente des candidats aux élections. Le Parti canadien apparaît, lui, en 1792, et en 1826, il disparaît pour laisser la place au Parti patriote. Quand le Parti patriote apparaît, eh bien, c'est en pleine période internationale de ces mouvements-là. Les peuples de l'Amérique latine ont leur indépendance depuis 10, 15, 20 ans, quelques-uns depuis 7, 8 ans. Donc, c'est une mouvance internationale. Comme lors de la décolonisation dans les années 60, quand le LIN apparaît, il s'inscrit dans une mouvance mondiale. On a manqué notre coup. Deuxième fois, on a été volé, puis la première fois, on a été décapité. Mais on n'a pas été chanceux. Donc, Simon Bolivar, c'est pour ça qu'il représente dans l'imaginaire international des peuples et des nationalités, il occupe une place de premier plan. Parce qu'il s'est tenu debout contre le colonialisme espagnol, mais contre le colonialisme. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir l'indépendance de Cuba, qui va arriver à la fin du 19e siècle, qui est une indépendance fort importante. Castro va la revisiter, si on peut dire, mais pour continuer dans ses réflexions sur l'Amérique latine, on verra que l'Amérique latine va se libérer un pays après l'autre. Et c'est pour ça que Bolivar incarne ce grand combat
Et nos premiers chefs indépendantistes, comme Dostalaire O'Leary et Paul Bouchard dans les années 30, étaient des fervents de Simon Bolivar. Oui. La visite vous fait penser que le 24 avait pas cours de l'histoire. Ah oui, le 24 mars, il n'y aura pas de rencontre. Simon Bolivar, comment est-ce qu'il est mort? Lui, il est mort d'une façon violente? Simon Bolivar? Non, ce que j'ai lu, je le vérifierai pour être bien sûr, mais j'ai vu qu'il était mort à l'âge de 47 ans. Il est mort jeune, je pensais. Oui, je vérifierai pour en être très sûr, mais rien ne le signale dans ce que j'ai lu. Oui. Juste pour conclure, on a oublié de mentionner que le Venezuela, depuis quelques années, a renommé le pays République bolivarienne du Venezuela, juste pour montrer l'importance de Bolivar aujourd'hui. Oui, oui, puis le fait que c'est contemporain. Oui, oui, tout à fait, parce qu'Hugo Chavez se présente comme le successeur de Bolivar. Puis il veut unir tous les peuples. Donc, merci. La révolution bolivarienne. Puis la Bolivie vient de Bolivar. Bonne semaine. Nous autres, en fait, ça s'est allé,